Salut à tous, on se retrouve pour les films du mois de juin qui vont enfin sortir au moment où ils doivent sortir, c'est-à-dire en juillet. Et donc pas comme les films du mois de mai qui sont sortis en juillet ou encore les films du mois d'avril qui sont sortis en juin. Bref, vous m'avez compris. Et il faut savoir que j'ai vu énormément de films durant ce mois. Et même si j'ai vu des films mid, voire vraiment mauvais dont on reparlera dans la vidéo, j'ai vu de très bonnes œuvres et je suis vraiment heureux d'avoir fait toutes ces découvertes durant ce mois de juin. Tout d'abord, je vais revenir sur les deux films que j'ai vus en salle. Je voulais donner mon avis sur Hoppers, le Pixar que j'ai enfin rattrapé. Bah franchement, Hoppers c'est vraiment sympa, j'ai trouvé le concept de base vraiment cool, les personnages attachants et les dynamiques plutôt bien trouvées pour le film que c'est. Ne vous entendez pas à avoir les mêmes émotions que devant Wall-E, mais en tout cas, moi il m'a plutôt bien surpris et je suis content de l'avoir vu. Pour revenir sur ce que je suis allé voir en salle, j'ai tout d'abord vu The Mandalorian and Grogu, le film qui suit l'histoire de la série The Mandalorian sortie sur Disney+. Pour commencer, je tiens à rassurer tous ceux qui l'auraient raté au cinéma, c'est un téléfilm mis sur grand écran. C'est dommage, mais le film n'apporte absolument rien au lore du Mandalorian et c'est juste un film qui va servir à le montrer en action et à nous raconter une histoire vraiment basique, digne d'une partie de jeu de rôle sur table pour les connaisseurs. Alors personnellement, je n'ai pas vraiment détesté le film. Je l'ai même plutôt apprécié sans que ce soit non plus très bon parce que oui, le film a de réels problèmes. Pour commencer, l'éclairage est vraiment parfois horrible sur certaines scènes. Et les transitions volées, c'est bon. On a compris à un moment il faut trouver autre chose. Je sais que c'est la signature de Star Wars dans les transitions, mais pour moi ça m'a paru un moment un peu trop facile de faire transition voler. Et on aimerait parfois avoir quelque chose d'un peu mieux. Après, le scénario est vraiment basique, et je commence à en avoir marre de voir toujours 1000 nouveaux vaisseaux et créatures dans chaque Star Wars. Après, moi je trouvais que plusieurs idées marchaient relativement bien. Il y a honnêtement 2 ou 3 plans où je me suis dit oh c'est cool cette idée. La BO de Ludwig Göransson est cool comme d'habitude, j'aime beaucoup un des thèmes d'ailleurs. En termes d'action, j'ai trouvé ça efficace et franchement, c'est le genre de film que l'on peut regarder chez soi pour passer un bon moment. Par contre, c'est toujours pas le grand retour de Star Wars qu'on attend tous au cinéma, hein. On espère que Starfighters l'année prochaine avec Ryan Gosling ravivera la flamme, même si avec Sean Levy à la réalisation, j'ai un peu peur. Le second film que je suis allé voir, c'est Disclosure Day, qui signait le grand retour de Steven Spielberg au cinéma. Alors pour faire une traduction déjà sur le titre, Disclosure Day, c'est le jour de la révélation. Et le film va raconter comment quelque chose va être révélé. Ici, en l'occurrence, avec Spielberg, c'est prévisible, mais ce sera encore question des extraterrestres. Oh my god. Oh, hell no. J'ai vraiment trouvé l'introduction du film super. On sait pas vraiment ce qui se passe, on est un peu perdu. Et plus le film avance, plus le film perd de sa qualité, je trouve. Pourtant, la mise en scène est toujours gérée par Spielberg, il sait encore comment positionner et bouger sa caméra. Mais après, le scénario est vraiment facilité, irréaliste. Franchement, foncez voir la critique sur le film de JDG sur le bazar du grenier, mais je suis totalement d'accord avec lui. Le film ne peut juste pas fonctionner à notre époque. Et autant, je trouve que les scènes de course-poursuite sont vraiment bien faites, il y a un moment ou deux qui m'ont fait plutôt rire, et des fois, j'ai vraiment senti de super idées de mise en scène. Par contre, tout le côté émotionnel et le message du film m'a survolé Mach 20. Je me souviens que le soir du jour de ma séance, je trouvais que le film avait déjà énormément perdu de son impact chez moi, et force est constater que le film ne m'a en aucun cas marqué. Et oui, je suis déçu. Déçu parce que Spielberg c'est un réalisateur que j'adore, et même s'il a des films vraiment mauvais comme Indiana Jones 4, j'aime beaucoup en général ce qu'il fait. Même si j'étais vraiment à fond pour le voir de base, je dois dire que la déception a vraiment été là, et je ne le recommande pas parce que pour moi il est juste bien sans plus. Et bon, ça va faire un peu... peut-être péter un câble à certaines personnes, mais j'ai passé un meilleur moment devant The Mandalorian et Grogu, désolé. J'ai vu des films vraiment pas ouf comme je l'ai dit durant ce mois de juin, et il y en avait 2 franchement qui étaient vraiment en dessous. Le premier c'est Summer Cloud sorti en 1958 de Mikiko Naruse, un réalisateur japonais live action qui pour le coup ici n'a pas vraiment réalisé de films connus dans sa carrière, donc c'est compliqué en fait de vous resituer qui c'est. Et donc du coup c'est un réalisateur qui a fait souvent des films plutôt en noir et blanc, voire peut-être même que des films en noir et blanc de mémoire. Et ce film-là, si j'en parle ici, c'est que j'ai pas aimé le film pour son scénario. Ça tourne en rond, ça avance pas, le rythme il est catastrophique. Et alors le jeu d'acteur, je le trouve nul. Après, il y avait quelque chose dans la mise en scène qui sauvait un peu le truc, une vibe dans la musique. Et puis bon, et le Japon, donc moi, de suite, ça a plus tendance à me plaire.
Mais bon, Summer Clouds, j'ai vraiment eu énormément de mal à le regarder et je ne le recommande pas du tout. Le second film, c'est Taxi de Gérard Pires, qui est lui pour le coup très connu en France. Il a quand même eu le droit à 4 suites avec Taxi 5 qui est sorti en 2018, donc il n'y a pas si longtemps. Et ce premier volet de Taxi, c'est un enfer. J'ai rarement vu ça, c'est typiquement la comédie française nulle avec malgré tout des séquences cool en voiture. Mais bon, ça reste vraiment nul, désolé les fans de Taxi, mais ceux qui disent « Ouais mais tu verras, le film Taxi 1, il passe encore très bien et tout », non, absolument pas. Il y a des blagues qui sont problématiques. Le film, il n'y arrive pas. C'est long pour un film qui est aussi court. Je crois qu'il fait 1h20. Pourtant, t'as l'impression que le film, il dure 2 heures. Et ouais, Taxi, c'est vraiment nul. On passe à ma découverte du mois et je voulais parler d'un film d'une légende de cinéma. Rear Window, sorti en 1954 d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, vous le savez, c'est celui qui a réalisé Psycho, Vertigo, Birds. Et Hitchcock, il a un nom dans le cinéma, c'est le maître du suspense. Et bien encore une fois ici avec Rear Window, il prouve encore la qualité de son cinéma. Monsieur Jeffries, interprété par James Stewart, que j'adore quand je l'avais vu surtout dans Vertigo, j'avais trouvé que c'était un superbe acteur. Et donc ici, il joue un journaliste qui se retrouve bloqué chez lui à cause d'une grave blessure à la jambe, faite sans aucun doute lorsqu'il faisait une de ses émissions, car on apprend très vite que c'est un homme qui aime l'aventure et prendre des risques quand il fait son métier. Et ici, donc du coup, on va suivre ce personnage de Monsieur Jeffries qui va, pour s'occuper, observer ses différents voisins de l'autre côté de la cour de sa résidence. C'est pour ça que le titre en français, c'est Fenêtre sur cour. Parce qu'ici, en fait, Monsieur Jeffries va vraiment épier chaque personne dans chaque petite maison. Et bien sûr, à un moment, une des personnes va créer un problème qu'il va falloir résoudre. Et pour ça, il va être aussi aidé de sa compagne, qui est Lisa Fairmont, interprétée par Grace Kelly. L'alchimie entre les deux, je la trouve vraiment géniale. Vraiment, les répliques qui s'échangent entre eux, je trouve ça super drôle parfois, des fois touchant. C'est un huis clos qui est pour le coup de qualité. Là, on est sur du huis clos pur et dur, parce qu'on ne bouge pas de l'appartement de Monsieur Jeffries, puisque lui-même ne peut pas bouger. Donc en fait, on reste cloué avec lui. Franchement, le fait qu'en fait on soit bloqué dans cet appartement, je trouve que c'est l'un des points les plus intéressants du film. Parce qu'en fait, parfois, il va y avoir des choses qui se passent en face de nous. Et en fait, comme Monsieur Jeffries, on est juste bloqué, on ne peut rien faire et on observe la scène. Et c'est peut-être un des films aussi où le côté voyeur du spectateur, il est poussé vraiment à son paroxysme. Parce qu'en fait, d'habitude, dans les films, on est voyeur de ce que les personnages font, mais les personnages, ils font d'autres choses que du voyeurisme. Et là, non. Là, Monsieur Jeffries, c'est typiquement un voyeur qui regarde la vie et les journées de ses voisins. La mise en scène pour Hitchcock, c'est totalement fou comme d'habitude, et l'espace réduit est vraiment super bien utilisé comme je l'avais dit. James Stewart joue hyper bien. Le film, en termes de rythme, incroyable. Foncez le voir, parce que Rear Window, c'est vraiment du grand cinéma. Pour commencer ce top 3, je vais vraiment parler d'un film qui est connu. Il est sorti en 2003, réalisé par Quentin Tarantino. Vous savez, le mec qui est derrière Pulp Fiction, Django Unchained ou Inglourious Basterds. Pour moi, le plus mauvais de sa filmographie. Et là, donc du coup, je vais parler de Kill Bill Volume 1 que j'ai vu. Kill Bill Volume 1, c'est l'histoire d'une tueuse à gages qui un jour va se faire trahir par son gang le jour de son mariage et on va tuer son enfant. Du coup, le personnage principal va décider de se venger en tuant tous ceux qui l'ont trahi. L'ambiance est géniale. Moi déjà, je kiffe de base ce que fait Tarantino et je kiffe les ambiances qu'il met. Un peu violent, avec un côté un peu fun, tout ça. Moi de base, j'adore. Et là, en fait, vibe Japon qui se met par-dessus. Et alors là, c'est génial. Parce que pour le coup, Tarantino, il se donne à fond et je trouve qu'il se fait ultra plaisir. Parce que oui, on retrouve toujours un peu son côté fétichiste des pieds. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Mais pour le coup, il y a un montage son, il y a des idées de mise en scène, il y a carrément une séquence en animation qui est vraiment folle. Les combats, ils sont super bien chorégraphiés. Les acteurs, je les trouve trop bien. Les chara-design, ils sont incroyables. Le jaune de Kill Bill, pour moi, elle est vraiment géniale. Et pour le coup, le côté Japon, ça marche trop bien. C'est trop bien. En fait, on dirait un peu un animé sauce Tarantino. Et je trouve ça juste génial. Et pour le coup, oui, en termes d'action, d'habitude Tarantino c'est plus avec des pistolets, tout ça. Mais là, on est avec du sabre, en l'occurrence ici, le katana. Et là, pour le coup, les chorégraphies de combat, j'ai été agréablement surpris. Parce que je pensais pas que ça allait être aussi bien fait, aussi fluide, aussi agréable à regarder, et ça c'était vraiment un énorme point. Uma Thurman, pour moi, elle joue ici un rôle qui est iconique. Elle est froide, elle y va à fond, on rigole, elle est violente, mais on sent aussi qu'elle a un peu ce côté touchant et ce côté un peu affectueux en elle, et ce côté en fait mère en rage quand on a tué son enfant, et je trouve ça super cool. Franchement, Kill Bill Volume 1, c'est du Tarantino donc c'est violent, mais c'est tellement cool que je peux que le recommander.
Le top 2, c'est un film de Christopher Nolan qui a réalisé, vous le savez, Interstellar, Inception, Oppenheimer, qui va réaliser l'Odyssée, là, qui va sortir dans pas très longtemps. Christopher Nolan, là, je pense que ça va, tout le monde le situe. Aujourd'hui, j'ai parlé du Prestige, sorti en 2006. Alors déjà, pour commencer, j'ai fait un peu la liste du casting du Prestige. Bon, de toute façon, on commence un peu à avoir l'habitude avec Nolan, hein. Mais bon, dedans, il y a Christian Bale, Jackman, Michael Caine, et puis aussi Scarlett Johansson. Voilà. En termes de casting, on est plutôt pas mal. Alors pour le coup, Le Prestige, c'est un film qui va parler de magie. Je peux rien dire d'autre. Mais le scénario, il est juste fou. Et il est fou aussi parce qu'on a une ambiance de Londres post-révolution industrielle. Et je trouve que ce côté très froid de l'époque correspond, mais alors parfaitement, à la photo de Nolan. Nolan, c'est un mec qui, dans ses films, il fait souvent des photos froides, il y a peu de couleurs. Déjà, moi, je trouvais que dans la trilogie de The Dark Knight, c'était génial. Parce qu'en fait, on a vraiment un Gotham qui est sombre, qui est presque perdu. On n'est quand même pas sur le Gotham de Matt Reeves avec The Batman, mais on sent quand même cette froideur. Et je trouvais qu'en fait le côté de la photo très bleue de Nolan était super bien, pareil pour Dunkerque. Et donc là, avec Le Prestige, c'est vraiment génial. Franchement, c'était vraiment une énorme claque, parce que même les deux personnages, ils sont quasi autant détestables les deux, un peu plus celui de Hugh Jackman quand même, mais tu prends du plaisir à les suivre, parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu attends durant le film. Bon, je peux pas en parler, mais en fait, il y a vraiment une attente, il y a un sentiment de curiosité qui est quasiment constant durant tout le film par rapport à la magie. Michael Caine, il est génial, je le trouve vraiment bon. Et Le Prestige, je sais que j'en ai pas trop parlé, mais c'est un film que je recommande sans problème, et vraiment à tout le monde, parce que c'est une claque. Et moi, je pense que ce film, quand vous l'aurez vu, vous allez vous en souvenir. Le top 1 pour moi, c'est vraiment ce genre de film que tu te dis, ok, ça c'est un monument du cinéma. Bah, ce film, c'est Les 7 Samouraïs, réalisé par Akira Kurosawa en 1954. Akira Kurosawa, pour la faire très courte, c'est un peu le réalisateur iconique du Japon de la vieille époque. Il a réalisé Ayenlo, Yojimbo qui a inspiré Sergio Leone pour une poignée de dollars, et c'est vraiment un génie. Parce que son film, Les 7 Samouraïs, il est monumental. Le rythme et la narration sont ultra bien maîtrisés alors que le film il fait 3 heures. Et encore j'ai dit 3 heures, mais il fait presque même plus 3h20 je crois. Les acteurs et les personnages sont géniaux. Les 7 samouraïs, tous, vraiment mais tous sans exception, je les ai trouvés incroyables. Ils sont vraiment bons parce qu'en fait il y a un questionnement dans le film avec des situations un peu ambiguës, peu manichéennes comme souvent chez Kurosawa, et je trouve ça vraiment toujours intéressant parce qu'en fait on se pose vraiment des questions des fois sur est-ce que ces personnages là en fait c'est les gentils, mais au final est-ce qu'ils ont vraiment raison de faire ce qu'ils font, et ça c'est vraiment cool. L'action, j'ai été choqué. Déjà dans Yojimbo, je trouvais que Kurosawa il était très fort pour ses duels de samouraï, mais alors là, c'est je trouve encore un cran au-dessus. Malgré son âge, même il a 72 ans, le film, génial. L'action elle est trop bien, et j'ai été choqué parce qu'il y a des vrais moments d'aura farming, et c'est trop bien, parce que bon, en tant que fan d'animé, il y a des moments avec des duels au sabre, enfin tous ceux qui ont lu Vagabond, je vous le dis de suite, hein, allez voir les 7 samouraïs, vous allez kiffer. Mais c'était incroyable. Les 7 samouraïs, c'est un monument du cinéma qui je trouve est incroyable, avec des décors vraiment grandioses, une mise en scène grandiose, des acteurs incroyables. Et oui, même si c'est un film japonais des années 1950 en noir et blanc, sous-titré, il faut le regarder parce que c'est l'un des plus grands films du 7e art. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez vu en jouant, ça m'intéresse comme d'habitude. Mettez tout ça dans les commentaires, mettez un like si vous avez kiffé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on continuera à parler de cinéma ici. C'était The BB1. Salut!